du club santé de l'UM Lyon. Vous avez compris, cette session elle est enregistrée, donc ça vous pourrez la réécouter plus tard. Donc bienvenue vraiment à cette masterclass. On a la chance d'accueillir ce soir Agnès Briard, qui est account manager chez Nouvéal, qui est une startup lyonnaise dans la e-santé. C'est une session ce soir qui sera animée donc, par moi, Quentin Lemann. Je travaille pour Merck dans le domaine le développement des solutions dans la e-santé, et puis aussi Cassandra. Cassandra, tu veux te dire un mot sur toi? Oui, donc bonjour à tous. Je suis Cassandra, responsable marketing Rare Diseases chez Sanofi Belgium et j'anime du coup le club santé depuis maintenant 2 ans. Super. Et donc, je vais dire un mot peut-être avant qu'on commence sur le club santé de l'EM Lyon. Donc, c'est un club qui a vocation à réunir et qui est piloté par les alumni de l'EM Lyon et qui accueille aussi les étudiants de l'EM Lyon, mais qui a plus globalement, en fait, a vocation à réunir les gens autour de l'écosystème entrepreneurial et industriel dans la santé dans la région lyonnaise. On a aujourd'hui autour de 650 adhérents. On a une série d'activités qui consistent notamment à organiser des masterclass, comme on le fait ce soir. Ça peut être aussi des ateliers networking, où on vous recommande de vous inscrire d'ailleurs, qui sont l'opportunité de rencontrer des gens dans un contexte un peu plus un peu plus propice à l'échange direct, travailler sur un certain nombre de sujets. On a fait par exemple dans les quelques derniers mois une masterclass avec Guillaume Mérieux sur l'acquisition d'une startup. On a fait un atelier networking avec Exoflow dans le centre de Lyon, plus sur les processus design thinking. Et puis, du coup, on a l'opportunité ce soir de faire cette masterclass avec Agnès. Cassandra, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur comment ça va se passer cette masterclass? Oui, donc le déroulement de la masterclass. Donc d'abord, on va découvrir donc le parcours d'Agnès, puis justement donc les clés de comment passer d'un grand groupe à une startup e-santé. Et bien sûr aussi donc plus en détail sur ton métier et concrètement un projet en particulier qu'elle mène depuis 4 ans chez Nouvéal e-santé. Donc c'est parti. Agnès, est-ce que tu peux nous en dire plus donc sur à la fois ta formation initiale, ton parcours jusqu'à maintenant et aussi ton évolution de carrière chez Nouvéal? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être là. Merci pour l'invitation, Cassandra et Quentin, avec une organisation super. Donc, ravie d'être parmi vous ce soir pour cette session. Pour répondre à tes questions, Cassandra, mon parcours, je suis issue d'un parcours universitaire. Je suis issue de région parisienne. Donc, j'ai fait la faculté d'Orsay en double diplôme. Alors, pour ceux à qui ça va parler, j'ai fait un double diplôme qui se prénomme magistère. Ça existe toujours. C'est une formation universitaire qui permet aux étudiants de découvrir un petit peu le monde de l'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de faire un parcours scientifique pur, en biologie en l'occurrence, avec des spécialités, mais de découvrir ce qu'était le monde des biotech, le secteur des biotechnologies et le monde de l'entreprise, en fin de compte, lié justement à ces biotech. Suite à quoi j'ai fait des stages, comme la plupart des étudiants. J'ai eu la chance d'arriver à Lyon pour mon stage de fin d'études en M2, que j'ai réalisé chez Bayer Crop Science en laboratoire, puisque c'était un laboratoire de recherche en lien avec l'INSERM. Et suite à ça, on m'a proposé une thèse. Bon, je me suis dit, on va pas. Enfin, voilà, je me disais qu'à l'époque, c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Et c'est comme ça que j'ai postulé à l'EM Lyon en MSc Maeva, MS spécialisé en 1 an. Maeva, qui est l'acronyme de marketing en entreprise agroalimentaire et du vivant, si je dis pas de bêtises. Suite à ce Master Maeva, comme la plupart d'entre vous, je le suppose, j'ai fait un stage de 6 mois chez Biomérieux, qui m'a permis de déboucher sur 2 contrats de courte durée, donc 2 CDD chez Biomérieux. Donc, au total, ça m'a fait 2 ans d'expérience au siège, donc à Marcy-l'Étoile, toujours en région lyonnaise, dans l'équipe marketing globale du siège. Et suite à quoi, je me suis dit que j'avais envie de voir autre chose. J'avais vraiment acquis énormément de connaissances dans le milieu du diagnostic in vitro, puisque Biomérieux est spécialisé dans le secteur du diagnostic in vitro, de l'IVD.
Et je me suis dit, j'avais envie de continuer dans le milieu, on va dire, d'être plus près du secteur médical, mais dans une plus petite structure. Donc, pour découvrir ce que pouvait être, en fin de compte, le secteur de l'entreprise dans une structure plus petite et toujours au plus près des professionnels de santé. Et c'est comme ça que j'ai postulé donc, chez Nouvéal, qui est l'entreprise dans laquelle je suis depuis 5 ans. Et j'y suis rentrée en tant que chef de projet. Donc, il y a 5 ans. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait effectivement de la gestion de projet, donc de déploiement d'applications dédiées aux professionnels de santé et aux patients. Donc, je pourrais vous l'expliquer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et j'ai eu plusieurs opportunités, donc 2 en l'occurrence, qui m'ont fait évoluer dans l'entreprise. Donc, je suis passée de chef de projet à responsable avant-vente, donc plus un poste, on va dire, technico-commercial, que j'ai occupé pendant 2 ans également. Et donc, en janvier, il y a 4 mois, je suis passée donc responsable grand compte pour vraiment récupérer un pan vraiment commercial et key account pour la gestion de grands comptes hospitaliers. Voilà, on va dire un résumé le plus succinct possible de mon parcours aujourd'hui, enfin en l'état. Super. Et tu peux nous dire un petit peu, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de faire ce genre de métier, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, un responsable grand compte? Enfin, quelle est ton activité? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu dois faire une journée type? Ce qui est intéressant, c'est que mes journées ne se ressemblent pas déjà. Donc ça, c'est un point qui m'était cher, dans le sens où j'ai vraiment des journées assez variées. Mes semaines ne se ressemblent absolument pas. Donc, je peux aussi bien faire, là, si je prends cette semaine, par exemple, j'ai aussi bien fait des réponses d'appels d'offres, d'appels à manifestation d'intérêt pour répondre justement à des appels d'offres, à des mises sur le marché d'établissements publics publics qui cherchent à disposer d'outils, d'applications comme les nôtres, de télésurveillance en l'occurrence. Je fais aussi de la coordination en interne chez nous, avec notamment nos product owners et l'équipe marketing communication. Donc, vraiment, c'est de la gestion transversale de projets, si je puis dire, en interne chez Nouvéal. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais de la gestion de clients, de compte clients, bien entendu. J'allais l'oublier, mais c'était l'essentiel de ma semaine. Donc, c'est vraiment s'occuper de la partie contractuelle, des contrats commerciaux, être en lien avec notre responsable réglementaire pour la mise en place des contrats, des conventions de partenariat et donc répondre on va dire, à toutes les demandes, je dirais, d'avant-vente, c'est-à-dire avant contractualisation de mes clients ou prospects. Ça, et puis je dirais un dernier pan de mon travail, ça va être d'accompagner notre équipe commerciale, donc nos commerciaux en l'occurrence au quotidien, pour leur apporter tout l'argumentaire, toutes les clés de compréhension et d'arguments qui vont leur permettre à eux d'aller, on va dire, convaincre du mieux possible leurs propres clients pour, on va dire, in fine, arriver à contractualiser avec leurs propres clients qui sont donc les hôpitaux, donc les établissements de santé publics, privés, donc les cliniques privées, les groupements hospitaliers, groupements cliniques et également les ESPIC, donc privés à but non lucratif. Donc, vraiment un métier riche avec différentes facettes et énormément de missions différentes. Tu ne t'ennuies pas. C'est ça. Et la question qui nous brûle les lèvres, c'est comment tu as décidé de passer donc d'un grand groupe à une start-up e-santé? Alors, ça a été une opportunité dans le sens où, quand j'étais chez Biomérieux, je faisais partie d'une association qui s'appelle Startup Weekend, où j'ai été bénévole pendant 3 ans et où j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens de la région lyonnaise qui soit participaient au Startup Weekend qu'on organisait, soit qui étaient les gens avec lesquels j'organisais ces Startup Weekend. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens du secteur de la santé, des biotech, puisque j'organisais des startup week-ends toujours en lien avec la santé. On en a fait un sur le handicap, un sur les biotechnologies. Et en fait, en discutant avec les gens, je leur disais, chez Biomérieux, mon contrat se finit bientôt. Et de fil en aiguille, j'ai entendu parler de cette petite startup, qui en était une à l'époque, qui venait de lever des fonds. Et j'ai candidaté en tant que chef de projet et j'ai tout de suite été reçue et embauchée. Donc, ça a été une opportunité et je me suis lancée à bras le corps dedans.
Et donc, on ne se rend pas bien compte du temps que ça a pris. Est-ce qu'il y a une transition intellectuelle où tu t'es dit, écoute, ça va commencer? Quelles sont les grandes étapes qui t'amènent à te dire, écoute, là maintenant, je suis prêt à me lancer? Parce que, bon, pour certains d'entre nous, ça peut être on va dire, un changement significatif. Euh, Comment ça s'est passé vraiment ces étapes? Est-ce que toi, tu te sentais prête en disant, je vais me lancer? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour y arriver? Je pense qu'il n'y a rien de spécial à faire. Dans tous les cas, pour moi, je voulais absolument retrouver quelque chose dans lequel je puisse démarrer rapidement. En l'occurrence, ça s'est très bien fait. J'ai fini chez Biomérieux en décembre. En janvier, mon CDI démarrait chez Nouvéal. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de me poser de questions, si je puis dire. Mais après, ça dépend des gens, ça dépend des opportunités. Je pense que voilà, moi, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Pour moi, c'était une évidence. J'avais envie, en fait, vraiment de changer on va dire, de regard sur mon travail, dans le sens où voilà, je finissais 2 ans dans une très grande société qui m'a énormément appris, mais j'avais envie de changer ma vision, mon approche du métier et de découvrir autrement la santé, donc d'être plus sur le terrain, en l'occurrence. Donc, ça s'est fait, on va dire… ça s'est fait malgré moi, ce changement en tout cas. Et justement, par rapport à la fois à ta formation initiale et donc après l'EMS Maeva à l'EM Lyon, donc tu as développé de nombreuses compétences, j'imagine également donc, chez Biomérieux pendant ces différents contrats. Est-ce que tu as quelques exemples justement de compétences que tu as pu utiliser ou transférer justement du grand groupe à la start-up? Oui, tout à fait. Enfin, oui, dans tous les cas, qu'on soit dans un grand groupe et qu'on passe dans une plus petite structure ou inversement, dans tous les cas, je pense que toutes les expériences sont hyper intéressantes et elles sont que bénéfiques dans tous les cas dans un parcours professionnel. Dans mon cas, très clairement, hein, quand je suis partie de chez Biomérieux, je suis partie avec un bagage de connaissances et d'appréhension en fait de tout ce qui est positionnement, segmentation client, on va dire vision vision stratégique et positionnement d'un produit face à la concurrence sur un marché. J'avais voilà tout ce bagage qui était aussi issu du MS Maeva puisqu'on a énormément de cours B2B et B2B2C en l'occurrence aussi. Donc c'était toutes ces connaissances là, effectivement, je les ai, on va dire, enrichies chez Biomérieux. Et en fait, je suis arrivée avec ce bagage dans une plus petite structure qui n'avait pas forcément une vision aussi poussée. Et du coup, c'était ça qui était rigolo dans le sens où je suis arrivée avec une vision bien précise et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait peut-être découdre certains pas de mes a priori, mais de ce que je croyais vraiment acquis comme acquis. Et voilà, il y a des choses qu'on doit, peut-être des fois on fait rebrousse chemin sur certaines choses, sur certains acquis, et en se disant, ah oui, peut-être qu'on peut voir autrement les choses. Donc, pour vous donner pour vous et te donner un exemple très concret, la semaine dernière, je me suis rendu compte que, par exemple, le management, comme on l'appelle dans les grands groupes, le management de leaders d'opinion, ou plus communément appelé KOL ou experts médicaux, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif ou en tout cas acquis ou dans les mœurs des plus petites entreprises. En tout cas, chez Nouvéal, c'est quelque chose qu'on a mis en place petit à petit dans le temps. Et en l'occurrence, pour ma part, c'était quelque chose que j'avais acquis et que je trouvais hyper intéressant comme approche et que j'avais gardé de Biomérieux, qui travaille énormément sur justement essayer de créer justement ce groupe d'experts, avoir toujours des leaders d'opinion sur lesquels s'appuyer. Et de toute manière, je pense que en industrie pharmaceutique, c'est la même chose. Mais ce n'était pas le cas, en tout cas, quand je suis arrivée en 2017 dans une plus petite entreprise qui propose des logiciels applicatifs. Et du coup, la semaine dernière, voilà, je me suis retrouvée à expliquer à certains de mes collègues, voilà, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. C'est important de pouvoir créer un board d'experts parce qu'on a besoin de leaders d'opinion sur lesquels asseoir notre notoriété et ce seront eux nos ambassadeurs, etc. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est un exemple très concret de ce que j'ai gardé de chez Biomérieux qu'on m'a appris à faire
voilà, organiser des groupes de travail avec des experts médicaux, avec des KOL, ouais, organiser un board de réflexion, savoir imager les propos pour faire vraiment, on va dire, créer de l'émulsion lorsqu'on crée un board comme ça d'experts, en retirer toute l'expertise nécessaire pour que justement après pouvoir en tirer profit. Voilà, ça c'est très clairement quelque chose que j'ai gardé de chez Biomérieux et que j'essaye en tout cas de mettre à profit encore aujourd'hui. Super. Et on imagine que dans l'audience, il y a des gens qui se posent un peu la question sur cette transition et qui pourraient profiter de ton expérience. Est-ce que toi, tu as un peu des conseils, on va dire, aux gens qui se posent la question de cette transition? Quels sont les conseils que tu aurais aimé avoir ou quels sont les conseils que tu donnerais, si tu veux, pour faire au mieux cette transition entre grands groupes et start-up? C'est une très bonne question. Peut-être que s'il y avait eu un manuel du type la transition grand groupe vers start-up, je pense que je l'aurais lu. Non, je pense que c'est difficile parce que je pense que ça va toujours dépendre de la structure de laquelle on vient et puis de la structure vers laquelle on va. Dans mon cas, je dirais que j'aurais aimé qu'on me dise surtout ne lâche rien. Parce que franchement, c'est le plus important. Ne lâche rien et surtout va au bout des choses parce que, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut arriver avec des a priori et en fait, dans la structure dans laquelle on va, mais peu importe sa taille, en fin de compte, il va falloir déconstruire ces a priori pour pouvoir les repenser peut-être différemment. Quand bien même, je sais pas, je dirais que les conseils, ce serait peut-être… qu'est-ce que ce serait? Ce serait peut-être de se dire… c'est pas évident comme question, mine de rien. Ouais, c'est ça, c'est aller au bout des choses, ne rien lâcher. Et puis sans doute se dire que toutes les connaissances qu'on a, eh bien, on peut les réutiliser, mais peut-être dans un contexte et avec des personnes différentes. Mhm, mhm. Ouais, de puiser dans ses connaissances, dans les compétences qu'on a pu développer au travers de nos expériences, mais aussi voilà, via nos formations. Exactement. Ok, super. Je vois qu'on a quelques questions dans le chat. Donc la première, quels sont les avantages de la start-up? Liberté, polyvalence, agilité, est-ce qu'elles en font partie? Est-ce que tu en vois d'autres, voilà, des avantages de la start-up? Oui, je dirais qu'effectivement, dans une structure start-up ou petite, TPE, petite PME, je pense qu'effectivement, un terme qui est intéressant, c'est l'agilité. On en parle beaucoup, mais c'est vrai, dans le sens où on va avoir cette flexibilité de pouvoir réagir vite en fonction des demandes clients, d'être malléable. Alors, ça a ses bons côtés comme ses mauvais côtés, mais on a cette chance en petite structure que les projets avancent vite parce qu'on n'a pas, bien entendu, tous les process qui incombent aux grosses sociétés. Néanmoins, ça nécessite de se structurer. Et je dirais qu'un des avantages aussi que je vois après 5 ans chez Nouvéal, c'est d'avoir vu toutes les étapes justement d'une société qui grandit, qui a la chance de grandir et de se structurer sur tous les pans. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'étais la 11e ou 12e personne, je crois. Maintenant, on est 47. Et c'est vrai que de pouvoir, au-delà voilà, de l'agilité, au-delà de la proximité entre les équipes, d'avoir des petites équipes et d'avoir toujours la possibilité d'aller frapper à la porte des cofondateurs, de pouvoir avoir tous ses collègues à proximité. Je dirais que c'est aussi une chance dans une petite structure de pouvoir toucher à pas mal de choses, dans le sens où on peut être couteau suisse parfois, ça je le sais. J'ai des amis qui sont dans des petites structures, même bien plus petites que Nouvéal, et qui font vraiment, qui sont touche à tout et qui sont vraiment des couteaux suisses. Je dirais, voilà, cette chance de pouvoir suivre vraiment l'évolution d'une société depuis ses prémices, et puis de faire en sorte qu'on touche à bien plus de choses que vraiment juste à une entité propre ou à des missions figées, on va dire. Donc, voilà. Pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est intéressant d'être dans une petite société, effectivement. Alors, il y a une autre question dans le chat que je trouve particulièrement pertinente pour les plus petites sociétés.
C'est un petit peu, certes, on a cette agilité, mais par contre, on est quand même dans un milieu médical dans lequel la réglementation, elle est très présente, que ce soit RGPD, ISO 13485. Il y a vraiment des réglementations à suivre. Est-ce que c'est une barrière à l'entrée pour les startups? Comment on se débrouille pour quand même être pertinent et performant dans ce milieu? Comment vous faites en fait? C'est une très bonne question et très clairement, oui, c'est un élément qu'il faut absolument avoir en tête lorsqu'on propose un DM, donc un dispositif médical, ou bien comme nous, un logiciel de télémédecine, donc de télésurveillance médicale ou autre. Tout type d'objets connectés sont également assujettis à ce type de réglementation et c'est normal, j'ai envie de dire, et tant mieux que la réglementation évolue dans ce sens-là. Donc oui, c'est un élément qui est inhérent, qu'il faut absolument avoir en tête pour des petites sociétés qui veulent soit pénétrer le marché, soit consolider en étoffant leur offre produit ou de service, bien entendu. Et dans tous les cas, effectivement, le RGPD, toutes les normes ISO et toute la réglementation autour des normes CE et dispositifs médicaux selon les différentes classes, ce sont des prérequis qui sont indispensables dans le secteur de la télémédecine, effectivement. Et c'est un poids qu'il est possible de dépasser, même en étant une startup, ces contraintes? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une contrainte, ça peut en être une, mais je pense que c'est un indispensable pour rentrer dans les clous de la réglementation, pour avoir ce gage de qualité, on va dire, et de maturité. Pour les toutes petites sociétés, je pense que l'une des choses qu'il faut se dire, c'est soit quand on crée une petite société, l'un des deux associés a cette casquette, on va dire, de responsable réglementaire ou, je ne sais pas moi, avocat, ou d'avoir un lien étroit avec déjà des partenaires qui sont capables de pouvoir nous guider sur cette partie vraiment réglementaire santé pure. Donc oui, Quentin, très clairement, ça peut être une contrainte pour les toutes petites sociétés qui n'ont pas forcément de personnes dédiées aux réglementaires dans leur structure. Mais oui, ça reste un élément qui est indispensable. Et justement, donc là, j'ai reçu une question en privé. Comment justement proposer aussi donc, de la structure dans une startup en hyper croissance, donc à tous les niveaux. Justement, je pense que là, ça montre aussi cette différenciation entre un grand groupe qui est très bien organisé en sillon, peut-être un petit peu trop justement aussi en sillon. Comment s'organiser alors dans une start-up, surtout quand on est en pleine croissance. Toi-même, tu dis par rapport à Novéal, quand tu es arrivé, donc vous étiez très peu nombreux. Maintenant, vous êtes plus du double, du triple. Voilà, comment cela est possible? C'est une très bonne question. Ça passe par différentes réflexions. Mais je pense qu'avant tout, il faut garder en tête l'idée qu'il va y avoir il faut, de toute façon, en hypercroissance, il faut à un moment recruter du monde. On peut pas, enfin voilà, c'est un indispensable. Et à partir de là, je pense qu'il y a vraiment, c'est une question à laquelle une question à laquelle on pourrait répondre pendant des heures. Mais je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est d'une part la formation continue pour que tous les nouveaux arrivants et les personnes qui sont dans la société puissent communiquer et que le savoir ne se perde pas. Ça, je dirais que vraiment, c'est l'une des choses, un des piliers, je dirais, essentiels. C'est que vraiment, il faut que les sachants, les gens dans la société qui vont partir, qui arrivent, gardent en fait un socle de connaissances, que ce soit sur un service, sur un produit, soit pérenne, on va dire, et soit conservé dans le temps. Après, en termes d'organisation, de manière très opérationnelle, je dirais qu'il faut qu'il y ait, sans parler de management pyramidal avec un manager qui va déléguer des tâches à des gens dans une équipe dédiée, je pense qu'il faut dans tous les cas qu'il y ait toujours des référents, que ce soit dans des process, quand on met en place des process qualité ou quand on a besoin de structurer des équipes, puisque qui dit recrutement dit former des équipes ou des pôles de compétences.
compétences, dans tous les cas, il faut toujours qu'il y ait des référents ou quelqu'un qui puisse coordonner. Et ce qui est ensuite, je dirais, indispensable, je parlais de formation, de communication transverse entre les équipes, je pense que ça en fait partie dans le sens où quand on est en hypercroissance et qu'effectivement les équipes s'étoffent, il y a une nécessité indispensable de communiquer de manière vraiment claire et précise avec un vocabulaire que tout le monde comprend entre les équipes de manière transversale. Bien entendu, au sein des équipes elles-mêmes, mais ça, c'est un petit peu intuitif. Mais au-delà de ça, entre les équipes elles-mêmes, je pense que ça fait vraiment, c'est vraiment un indispensable pour qu'une société qui grandit vite puisse, on va dire, pas partir branle-bas de combat un petit peu dans tous les sens. Et puis après, de manière très opérationnelle, ça passe par la mise en place de process, de procédures. Si ma responsable réglementaire, Anne, si tu m'entends, je pense à toi. Toutes les heures que tu auras passées sur la partie système management qualité, ça en fait partie. On a, je pense, besoin dans tous les cas des plus petites structures vers les plus grosses, de mettre en place des process. Alors, je sais que le mot process, ça peut faire peur, mais faut se rendre à l'évidence. C'est les process, même chez nous, vous voyez, on est 40 et on a besoin de mettre en place des étapes, de définir des documents de travail que tout le monde puisse utiliser. Enfin voilà, en fait, c'est se coordonner sur une base documentaire, sur un référentiel que tout le monde puisse avoir en commun et pouvoir faire évoluer dans le temps. Donc, en fait, de manière très opérationnelle, ça va tendre vers un système de management de la qualité qui est, on va dire, efficient et pérenne dans le temps. Okay. Et est-ce que justement, tu aurais aussi des conseils pour anticiper son évolution dans une startup? Peut-être qu'avec cette hyper croissance, il y a aussi justement donc, de nombreux recrutements, peut-être des nouveaux postes justement qui sont créés. Donc, comment est-ce qu'on peut anticiper justement son évolution dans une startup ou d'une petite entreprise? Alors là, je dirais que ça dépend un petit peu des types de sociétés. Ça dépend aussi on va dire, de la culture d'entreprise qui est poussée par la direction, par les fondateurs de l'entreprise. Dans le cas de Nouvéal, on a la chance d'avoir deux cofondateurs qui sont, on va dire, très, très humains et qui donnent la possibilité vraiment, qui sont à l'écoute et qui donnent la possibilité aux collaborateurs, aux salariés de s'exprimer déjà par rapport à leurs attentes et de se dire lors des entretiens annuels ou semi-annuels, de se dire qu'est-ce qui a fonctionné, comment je peux améliorer ce que je suis en train de faire et vers quoi j'ai envie de tendre. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est indispensable. Alors dans une société, souvent ça va être le rôle de la partie RH, mais je veux dire une direction peut très bien s'en occuper, une direction générale peut s'en occuper, et dans tous les cas, je pense que oui, c'est à la charge du salarié de pouvoir, exprimer ce vers quoi il a envie de tendre, et deux, après, j'ai envie de dire, des créations de postes, c'est toujours possible. Et même si il faut inventer un nouveau libellé de postes et pouvoir se dire qu'on crée des postes transverses et non pas des postes en silo, ça reste super intéressant. Donc charge en fait aux directions aux directions d'entreprise de laisser cette ouverture d'esprit et cet état d'esprit pour que dans l'entreprise, les collaborateurs se sentent libres de le proposer. Enfin, je pense en tout cas. C'est intéressant, tu parles de cette sorte d'environnement. Et puis après, on va un peu passer sur Nouvéal et les produits. Je pense que ce serait intéressant. Mais je vois qu'il y a encore une question qui était intéressante sur l'environnement de travail et sur les ressources qu'on a dans la startup. Comment ça se passe vraiment par rapport à bioMérieux? Comment tu peux nous décrire un peu cet environnement avant qu'on passe plus sur l'aspect des produits de Nouvéal? Donc l'environnement en termes d'infrastructure, les locaux par exemple Exactement, les personnes, l'ambiance de travail, comment ça se passe? Moi, j'ai toujours adoré dans le sens où une petite société, moi, j'adore la proximité avec mes collègues, de pouvoir, on va dire, s'asseoir à côté d'un développeur et le regarder coder. Hein, rassurez-vous, je ne faisais pas ça tout le temps, mais c'est juste super cette proximité en fait qu'on peut avoir avec des corps de métier que, par exemple, chez bioMérieux, j'aurais jamais eu l'occasion de découvrir. Donc voilà, cette proximité avec les collaborateurs, l'ambiance très, très
chouette du matin au soir, ça, c'est indéniable. En termes de locaux, on a eu de la chance d'avoir de nouveaux locaux construits de zéro. Donc, on est parti voilà, de bureaux un petit peu exigus qui devenaient trop étroits pour la société actuelle. Donc, notre direction, nos cofondateurs ont investi dans des locaux qui sont bien plus grands, donc avec 2 étages, avec une vraie salle de repos, une salle pour déjeuner le midi avec une cuisine équipée. Donc oui, en termes de ressources, c'est intéressant, oui. Sympa. J'avais juste une dernière petite question d'un profil, je pense, junior. Quelle place justement peut prendre un profil junior au sein d'une petite structure qui souvent demande en fait beaucoup de compétences pluridisciplinaires et de connaissances sur le domaine, puisque justement donc il y a peu de personnes dans cette équipe. Donc quelle est la place en fait d'un profil junior dans une startup? Par exemple, toi quand tu es arrivé, donc vous étiez une dizaine et tu étais également on va dire assez junior. Comment tu l'as vécu? Eh ben, je l'ai hyper bien vécu. Je pense que ça passe avant tout par l'accompagnement de ses collègues. Moi, je suis montée en compétences sur de la gestion de projet. Enfin, j'avais acquis mon bagage de gestion de projet que je venais d'avoir de Biomérieux. Donc, la partie gestion de projet, on va dire que je l'avais dans ma banette. Après, moi, je suis montée en compétences grâce à mes collègues. Donc, vraiment, c'était on va dire de la collaboration, on va dire horizontale, dans le sens où c'était ma collègue qui était chef de projet, qui était là depuis 1 an, qui est maintenant directrice opérationnelle, qui m'a formée sur vraiment tout ce que j'ai appris chez Nouvéal, donc c'est-à-dire l'intégration de logiciels, le déploiement logiciel, les tests d'intégration, de non-régression, etc. Tout ça, moi, je démarrais de zéro et vraiment, je suis montée en compétences au fil du temps. Donc, pas d'inquiétude par rapport au profil junior. Je pense que justement, dans les petites sociétés, on a plus la tendance à se dire un profil junior qui est curieux, qui va aller chercher par lui-même les réponses, qui se donne à fond dans son argumentaire, qui a envie d'y aller. Je pense que c'est plus facile justement quand on a un profil junior d'accéder justement à des postes en petite entreprise, enfin à mon sens. Donc après, je pense que ça dépend encore une fois des équipes et des missions, hein. Mais on peut arriver voilà, avec un background spécifique qu'on peut mettre à profit dans l'entreprise dans laquelle on va atterrir et puis monter en transverse, en compétences transverses avec nos collègues, hein. Donc ça pas d'inquiétude. Justement, peut-être pour passer donc un peu plus maintenant sur Nouvéal, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette société-là? Et je vois une question donc, de Catherine, voilà, quels sont vos partenaires, les hôpitaux, les cliniques, voilà, comment ça s'organise, quel est votre cœur de métier chez Nouvéal? Donc Nouvéal, c'est une petite société donc lyonnaise qui était start-up, qui a démarré donc en 2015. Nos 2 cofondateurs, donc Alexandre et Guillaume, sont issus du monde de la SS2I, donc en informatique. Et ils ont en fait eu une opportunité via un groupe de cliniques privées qui s'appelle Capio, qui a été récemment racheté, enfin l'année dernière racheté par Ramsay Général de Santé, en 2015 ou 2016, effectivement, co-construire un outil digital. On parlait de télésuivi, télésurveillance, effectivement, déjà à l'époque, pour co-construire, donc avec un éditeur en santé, donc en l'occurrence Nouvéal, ce qui est devenu Nouvéal après, de co-construire en fait un outil qui permettrait, en l'occurrence, de digitaliser le parcours de soins du patient sur les parcours en chirurgie ambulatoire. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, c'est la genèse de Nouvéal et la genèse de notre solution mère. C'est comme ça qu'est née l'aventure Nouvéal et notre premier outil qui s'appelle eFeedback, qui avait pour vocation à, on va dire, aider les infirmières de coordination, les infirmières dans les services de chirurgie ambulatoire pour dématérialiser les appels de la veille et du lendemain. Donc, un scope très spécifique. Vraiment, voilà, on va dire, on adresse un parcours de soins
linéaire, court. Le patient arrive le matin, la veille, on lui envoie un questionnaire, donc via ce qui est devenu notre outil. Et donc, le patient sort le soir de l'hôpital ou de la clinique, puisque c'est un chirurgien ambulatoire. Et le lendemain, donc à la place, entre guillemets, de l'appel du lendemain que l'infirmière doit faire, eh bien, on lui envoie un questionnaire pour lui demander si tout va bien, s'il n'a pas de symptômes post-opératoires spécifiques, etc. Et à partir de là, donc est né notre outil, donc e-feedback, notre solution mère. Et en fait, à partir de là, on a donc, nos cofondateurs se sont dit, eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin, dans le sens où on peut très bien, si on décide de construire un outil qui est entièrement façonnable, ajustable, on pourrait très bien adresser n'importe quel type de parcours de soins, dans le sens où, alors, on partait de la chirurgie ambulatoire, et en fait, on a eu l'occasion, dans des salons, dans des congrès, de rencontrer d'autres professionnels de santé, et notamment en oncologie. Je vous en parlerai juste après, où on a eu en fait des praticiens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit: c'est super intéressant ce que vous me présentez là, mais j'aimerais bien avoir un outil comme ça pour suivre mes patients sur le long terme, mais sur d'autres parcours de soins. Et donc, on a eu l'opportunité comme ça, en 2016, donc, d'améliorer nos outils et de les faire évoluer pour adresser des parcours chroniques, donc non plus sur des parcours très courts, linéaires, dits en chirurgie ambulatoire, mais de faire évoluer nos outils et de vraiment proposer un suivi au long cours pour les patients atteints de maladies chroniques. Donc, on a commencé par le cancer et ensuite, on a eu énormément d'opportunités. Et puis, notre équipe commerciale est allée chercher plein d'autres projets. Donc, maintenant, on propose du télésuivi sur la partie diabète, donc endocrinologie. On accompagne d'autres structures sur de la pneumologie, de la rhumato, etc., etc. Je vois dans le chat, il y a une série de questions intéressantes sur ce sujet, sur la proposition de valeur et la différenciation par rapport à des compétitions, et puis aussi sur le business model, en fait. Est-ce que c'est une solution qui est remboursée? Est-ce que c'est une solution qui est directement payée par les cliniques, par les patients? Comment ça fonctionne exactement ce type de solution? Donc, nos outils sont dispositifs médicaux, bien entendu, donc de classe 1 aujourd'hui. On est sous la directive en attendant de passer dispositif DM de classe 2A ou 2B. Et donc, on fait partie de ce de ce secteur de la télémédecine de manière générale. Et donc, en tant que dispositif de télésurveillance médicale, on n'est pas encore remboursé, dans le sens où on fonctionne, donc notre business model est basé sur un financement en fonds propres par les établissements. Donc, ce sont vraiment les établissements, donc cliniques privées, hôpitaux publics ou ESPIC, qui nous financent en fonds propres pour déployer l'outil et le proposer, pour le coup, gratuitement à leurs patients. Donc, pour les patients, c'est transparent. C'est en fait c'est un service complémentaire que l'établissement propose pour l'accompagnement du patient en amont et aussi bien en aval de sa venue ou de son hospitalisation dans la structure de soins. Et par contre, pour répondre à ta question, Quentin, par rapport au remboursement, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a 2 mois, a été annoncé que la télésurveillance médicale rentrait dans le droit commun sur un premier périmètre qui est le périmètre des pathologies étapes. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, peut-être pas. En gros, le programme étapes, ça a été un programme prévu dans la loi de financement de 2018 ou de 2019, si je ne dis pas de bêtises, qui visait justement à expérimenter les parcours de soins digitaux, accompagnés par des outils de télésurveillance comme les nôtres, sur 4 pathologies. Le diabète, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire et l'insuffisance cardiaque. Ce programme étape, il va arriver à échéance à la fin de l'année. Il y avait des dotations spécifiques pour les établissements qui souhaitaient effectivement participer à cette expérimentation. Et normalement, les résultats de cette expérimentation visaient justement à démontrer la pertinence de l'usage d'un outil de télésurveillance sur des aspects médico-économiques qui justement sont censés être évalués pendant ce programme étape.
Et il y a eu donc une annonce de fait le mois dernier, oui, ou il y a 2 mois, pour justement valider, confirmer que le programme étape était satisfaisant en termes de résultats et que la télésurveillance médicale rentrait dans le droit commun, ce qui signifie que sur ces 4 spécialités, eh bien, la télésurveillance médicale va être très bientôt remboursée et qu'à terme, on l'espère, sur les parcours chroniques de manière plus large, que ça puisse être le cas également. Donc, à terme, on espère fortement que ça puisse rentrer dans le droit commun pour le plus de pathologies possibles et donc que les actes de télésurveillance pour un patient atteint de cancer, de polyarthrite rhumatoïde ou de n'importe quelle autre maladie chronique puissent être remboursés effectivement. Bien. On va revenir sur la question du chat juste après, mais je pense que j'avais juste une question sur, quand on voit là où vous en êtes arrivé, un peu quelles sont les difficultés que vous avez dû surmonter, quels sont les grands défis qu'il faut relever pour être à la situation où vous en êtes maintenant? Alors là, ça fait vraiment… Il y a beaucoup de réponses. Alors, sur quel pan, Quentin, je dirais, parce que vraiment, il y a… Déjà, ne serait-ce que pour apporter une solution qui est acceptable aux utilisateurs et aux cliniques, parce que c'est pas forcément facile d'accès en termes de marché. Comment vous êtes organisé? Acceptable, tu veux dire, adopté par les patients? Ouais. Je pense que l'un des prérequis fondamentaux, c'est de co-construire vraiment l'outil avec les utilisateurs finaux. Je pense que c'est vraiment un indispensable dans le domaine des logiciels, c'est de pouvoir définir, créer vraiment des fonctionnalités qui vont répondre à un besoin bien précis. Nous, en l'occurrence, nos outils de télésuivi, mais la plupart des outils de télésuivi du marché fonctionnent de la même manière, un peu comme Doctolib. Il y a toujours un espace dédié aux professionnels de santé et un espace dédié aux patients. Donc, à mon sens, il faut vraiment co-construire main dans la main des fonctionnalités logicielles qui sont pertinentes et qui répondent à des vrais besoins métiers, à des besoins terrain. Sinon, on passe à côté de la plaque et on crée un outil qui n'a pas de sens et qui ne répond à aucune demande, on va dire. Et puis après, ça passe par je dirais, une co-construction agile entre l'équipe technique, l'équipe chez l'éditeur de santé, donc, qui va recueillir les besoins, les formaliser, puis les transmettre à l'équipe technique, mais aussi garder dans cette logique d'agilité, de se dire en permanence, à partir du moment où le produit logiciel est disponible et qu'on a inclus, enrôlé les premiers patients ou les premiers utilisateurs, de se garder en tête, il faut pertinemment que le logiciel puisse évoluer pour que le logiciel évolue avec la société, les demandes, les besoins des utilisateurs et qu'en fait, on soit dans des phases itératives permanentes qui nous permettent d'être toujours en phase avec les besoins de nos utilisateurs finaux. Super. Et justement, actuellement, tu as un projet justement que tu souhaitais nous partager aussi sur sur Nouvéal. Donc, on s'est intéressé à l'application que tu coordonnes depuis 4 ans, donc un projet qui s'appelle On Connect. C'est une solution innovante, digitale, donc de télésuivi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette solution? Quels sont les bénéfices pour les patients? Quels sont les utilisateurs finaux? Oui, alors effectivement, donc, cette solution, on l'a co-construite avec donc, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, donc l'AP-HP en l'occurrence, pour laquelle on a en 2017 démarré un travail en fait de compréhension des besoins du parcours, sur le parcours de soins des patients atteints de cancer. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et à partir de là, on a co-construit donc, avec un chef de service, donc en l'occurrence du CHU Mont-d'Or, basé à Créteil. On a fait évoluer notre outil qui était dédié, comme je vous le disais, à la chirurgie ambulatoire tout à l'heure. On l'a fait évoluer pour que les patients qui sont atteints de cancer, en l'occurrence, puissent avoir un outil qui, on va dire maintenant, s'apparente aujourd'hui avec toutes les fonctionnalités qu'on a incrémentées depuis 2017, viennent s'apparenter un petit peu à un carnet de santé digital. C'est vraiment un mot que j'utilise souvent avec mes clients, avec mes prospects, parce que ça leur parle d'une part, et parce que c'est vrai que ça reflète plutôt bien ce qu'on propose. Dans le sens où l'application On Connect, elle va accompagner vraiment le patient atteint de cancer tout au long de son traitement, en lien avec les différents acteurs qu'il va avoir.
son médecin référent, son oncologue, son hématologue, son radiothérapeute, mais aussi ça va lui permettre de garder un lien avec l'infirmière hospitalière et aussi tous les professionnels de santé de ville avec lesquels il va interagir tout au long de son parcours de soins. Donc aussi bien les pharmaciens d'officine quand il va chercher sa chimiothérapie orale en ville, donc en officine, ou son médecin traitant. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de garder en tête que notre outil de télésurveillance, OnConnect, il va justement recentrer le patient au centre de son parcours de soins. Et vraiment, l'idée, ça va être de le rendre acteur de sa prise en charge grâce justement à on va dire une sorte d'agenda digital qui va lui recenser tous les différents événements qui vont survenir au long de son parcours de soins. Donc, ses prochaines consultations, ses prochaines séances de chimiothérapie à l'hôpital, sa prochaine séance d'imagerie, par exemple. On peut lui envoyer des SMS de rappel, donc par notification, par email ou SMS. Et ensuite, le patient va aussi être amené à répondre à des questionnaires, des checklists tout au long de son parcours de soins. Et l'idée, ça va être vraiment d'accompagner le patient en lui donnant des conseils, des consignes de préparation à la consultation ou bien de suivi post-séance de chimiothérapie en fonction de ce que le patient génère comme données, en répondant au questionnaire de l'application. Eh bien, on va vraiment lui indiquer quelle est la conduite à tenir, comment s'il se sent, s'il présente des signaux faibles, quel est le numéro d'urgence à joindre ou quelle est l'action qu'il doit réaliser. Ça, c'est du côté du patient. Et bien entendu, en simultané, en temps réel, on peut alerter via un système d'alerte, de notification également, toute l'équipe soignante, donc hospitalière ou les professionnels de santé de ville, que le patient justement présente par exemple un effet indésirable en lien avec sa chimiothérapie et de fait recueillir ce qu'on appelle les données de vie réelle au continu tout au long du parcours de soins du patient. Donc voilà un petit peu, j'ai essayé de vous expliquer ça succinctement, mais l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de pouvoir recueillir toutes les données en fait qu'auparavant, les professionnels de santé n'arrivaient pas à recueillir parce qu'en fait, après sa chimiothérapie, le patient, il est renvoyé à son domicile et il était un petit peu perdu dans la nature, c'est-à-dire qu'il y avait une rupture de lien entre l'équipe soignante hospitalière et le patient. Et là, l'idée, c'est de pouvoir proposer un outil assez simple avec un chat sécurisé, une messagerie sécurisée dans lequel le patient peut prendre en photo, par exemple, son dernier bilan biologique et l'envoyer directement pour faciliter cette transmission d'informations. Et en retour, eh bien, l'infirmière, le médecin référent peuvent répondre aux inquiétudes, rassurer le patient s'il est seul à domicile, rentrer en contact avec les aidants, la personne de confiance pour essayer que le retour à domicile soit le plus sécurisé ou en tout cas le plus optimal possible. Là, il y a une question dans le chat, il y a deux questions dans le chat qu'on peut combiner. Un peu, c'est autour de l'adoption. Il y a une question un peu directe qui est combien de patients vous suivez, mais même il y a aussi une question sur quelle est l'acceptation et l'adoption par les décideurs financiers, les médecins, les patients de ce type de solution. Est-ce que c'est homogène? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des segments qui sont particulièrement intéressés par ce type de solution, d'autres qui vont plutôt pas trop voir la valeur et un petit peu nous en parler sur cet aspect d'adoption. Oui, c'est très intéressant l'adoption. C'est vrai que je dirais que mon retour d'expérience aujourd'hui, c'est déjà que le Covid a énormément aidé, si je puis dire, dans le sens où vraiment le Covid, ça nous a permis déjà de promouvoir la télémédecine et de faire valoir justement le fait que des outils digitaux comme les nôtres peuvent faciliter le lien et l'accompagnement à domicile. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'adoption, aujourd'hui, j'ai ce ressenti, c'est que sur les parcours chroniques, ça a énormément de sens pour garder du lien justement avec les patients qui vont devoir revenir plusieurs fois dans le temps dans la structure hospitalière ou dans la clinique. Et ça a vraiment du sens parce qu'il y a cette nécessité justement de garder du lien et de ne pas en fait avoir de rupture de lien avec le patient parce que justement, il est atteint de maladie chronique et on va avoir besoin d'évaluer l'évolution de ses constantes physiologiques ou biologiques dans le temps. Donc voilà, je dirais qu'il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Et l'acceptation, je dirais que l'adoption, elle est d'autant meilleure sur les parcours chroniques.
à mon sens aujourd'hui. Après, effectivement, les décideurs, je dirais que quand on a démarré et quand j'ai rejoint Nouvéal, ça n'a pas été toujours très limpide pour eux, dans le sens où ils ne comprenaient pas forcément l'intérêt d'avoir un outil qui remplace les appels téléphoniques. Néanmoins, ils avaient conscience que les appels téléphoniques faits par les secrétaires ou les infirmières étaient très chronophages. Et donc, c'est vrai que la pénétration du marché, où on n'était pas sur en 2017 et jusqu'en 2019, le marché n'était pas, je pense qu'il n'était pas encore prêt parce qu'il n'était pas tout à fait mature en termes d'outils de télémédecine. Et donc, sur la télésurveillance, c'est d'autant plus vrai. Et justement, je reboucle avec ce que je disais au début, le Covid, ça a vraiment permis à mettre en exergue que des outils numériques, ça peut faciliter justement le lien entre enfin, tout le cercle de soins en fait autour du patient. Donc, je pense qu'on est là maintenant, post-Covid, sur une lancée et sur un marché qui est en pleine évolution, en pleine croissance. Et justement, de ton côté, quelles compétences clés tu développes grâce à ce projet qui est très complet et très divers? Je dirais que ce qui est hyper intéressant avec l'oncologie et de manière plus globale sur les parcours chroniques, ça va être l'approche qu'on peut avoir des parcours de soins. Puisque c'est vrai que quand j'ai démarré en 2017, voilà, on ne proposait qu'un outil, enfin, on proposait un outil qui était dédié à la chirurgie ambulatoire, qui sont des actes bien spécifiques sur une période donnée dans le temps. Et je dirais que le parcours de soins du patient atteint de cancer, ça montre et ça ouvre une autre facette des parcours de soins et une autre vision de la prise en charge. Je m'explique, il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont on va dire, qui sont enrôlés dans ce parcours de soins, que ce soit au niveau hospitalier, au niveau de la ville. Et donc, ça nécessite une vraie coordination, un vrai échange d'informations. Et donc, des outils qui peuvent de manière sécurisée faire de la transmission d'infos de manière cohérente et intelligible, à la fois pour le patient, pour les professionnels de santé hospitaliers et pour ceux qui sont en ville. Donc voilà, je pense que c'est une partie de la réponse à mon sens. Et pour continuer justement sur toi, vis-à-vis de la startup, des grands groupes, aujourd'hui, tu as fait quelques années chez Novéal. Qu'est-ce que tu donnes comme envie de carrière? Qu'est-ce que ça donne envie de faire, tout ça? Pour sûr, j'ai envie de continuer dans le domaine de la e-santé, parce que c'est un domaine qui est passionnant et il reste plein de choses à faire. Après, j'ai pas forcément d'idées très précises sur une structure, la taille d'une structure ou un service spécifique. Mais une chose est sûre, c'est que tout ce qui est la réflexion autour de l'organisation des parcours de soins, accompagner les structures de soins, de santé, les établissements de santé, à effectivement essayer de repenser soit leur manière d'accompagner le patient ou de penser les parcours de soins. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant et en tout cas, on se sent utile dans le sens où on a l'impression en tout cas, j'ai l'impression d'apporter un petit peu une touche différente, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en termes d'auditeurs extérieurs pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on arrive vraiment en accompagnateur pour se dire, voilà, on vous écoute, on fait un recueil des besoins, on fait une écoute active et ensuite on pense des solutions concrètes pour répondre à des besoins terrain précis. Donc, pas forcément d'idées bien spécifiques, mais voilà, rester dans le domaine de la e-santé et pouvoir coordonner des projets sur des territoires qui ont du sens, ça me parle, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que ça a l'air vraiment passionnant et très riche. Je pense que tu as vraiment des missions très différentes au quotidien et qui t'apportent énormément de choses et où justement tu dois sentir que tu as vraiment de l'impact à trouver des solutions pour répondre vraiment à des besoins spécifiques. Tout à fait. Et je me demandais, est-ce que Nouvéal recrute en ce moment, que ce soit des stagiaires, des alternants ou même des contrats fixes?
Alors oui, de toute façon, on a toujours plein de projets. Ce qui dit projet dit personne derrière pour pouvoir les faire avancer. Oui, alors au niveau de l'équipe commerciale, on recrute effectivement un autre commercial pour rejoindre notre équipe, donc un responsable commercial en région. Si ça intéresse certains d'entre vous ou si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser. Et je sais qu'après, bon, c'est plus sur des profils techniques où on cherche du monde effectivement dans l'équipe technique. N'hésitez pas à m'écrire hein, si vous voulez plus de détails ou tout simplement aller sur Welcome to the Jungle ou notre site internet dans la page recrutement, tout sera inscrit. Mais donc voilà, une chose est sûre, c'est qu'on a ouvert des candidatures sur la partie commerciale, technique. Et je crois que c'est à peu près tout. Et vous êtes basé à Lyon, c'est bien ça? On est basé alors à Irigny exactement, donc c'est pas tout à fait Lyon, c'est au sud de Lyon. Mais c'est tout proche, hein, enfin, un quart d'heure en voiture. Et là, je voyais une question dans le chat intéressante, c'est vous opérez sur la France ou vous opérez sur d'autres pays aussi? Alors, on opère sur toute la France, effectivement, et sur la Suisse également. Et donc, peut-être, je l'espère, d'ici 2023, dans d'autres pays européens. Super. Belle perspective. Exactement. Et ben, je pense qu'on arrive un peu au bout de cette masterclass, et ce qui nous donne l'opportunité, vraiment, Agnès, de te remercier pour la présentation de ton parcours, pour la description de Nouvéal. C'est vraiment un sujet passionnant qui, à mon avis, nous touche tous. Comme Agnès l'a dit, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers Agnès ou voir directement sur le site de Nouvéal. Je voulais remercier aussi tous les participants. On a plein de questions pertinentes, on a plein de discussions qui valent vraiment le coup. J'espère qu'on vous reverra tous lors des prochaines masterclass qu'on organisera au nom du Club Santé de l'EM Lyon. Et puis, n'hésitez pas aussi à contacter le Club Santé si vous avez des questions ou des idées d'activités que vous aimeriez organiser à l'avenir. Nous, on est toujours partants. Donc, encore merci à tous. Bonne soirée et puis bon week-end de Pâques. Merci beaucoup, Agnès. Bon week-end.